Bienvenue à la session d'aujourd'hui pour aider à améliorer votre tenue de livre. Mon nom est Marie-France Brunet. Je suis CPA et je travaille comme directrice au bureau MNP à Castleman. Aujourd'hui, mon but est de vous parler de comment, de vous amener un peu de contexte sur comment est-ce que la tenue de livre que vous faites affecte la préparation des documents en fin d'année que nous, on prépare pour vous. Donc, essentiellement, le but de faire une tenue de livre, c'est de bien garder track de vos transactions à travers l'année. Mais à la fin de l'année, quand vous nous donnez votre tenue de livre, nous, on la révise, puis on fait des ajustements avant de créer vos états financiers, si on en fait pour vous, ou avant de faire le calcul des taxes qui sont dues. Donc, à chaque année, quand on ferait cette préparation-là, on remarque toujours qu'il y a certaines sections où il y a de quoi que vous, de votre côté, avec votre tenue de livre, vous pourriez faire pour que ce que vous nous remettez soit un peu plus complet, puis que nous, on ait un peu moins d'ajustements à faire. Puis, en fait, ça veut dire que ça nous sauve du temps qui, en retour, peut vous sauver un peu d'argent. Donc, à l'agenda aujourd'hui, on va parler des écritures d'ajustement, on va parler de réconciliation bancaire, du programme Agri-Investissement, de dépenses prépayées. On va parler des immobilisations corporelles, des taxes de vente, des prêts, du compte des actionnaires, où vous pouvez ajouter aussi plus de détails dans vos transactions. Puis, si on a un peu de temps à la fin, je vais peut-être faire des suggestions générales par rapport à votre tenue de livre. Donc, pour commencer, les écritures d'ajustement. Donc, quand on fait une fin d'année fiscale pour vous, puis qu'on vous donne vos états financiers à la fin de l'année, habituellement, dans le package que vous recevez de nous, il y a une section où on vous démontre une liste de tous les ajustements qu'on a fait sur votre tenue de livre. Il y a certaines écritures que c'est toujours nous qui va faire, qu'on ne veut pas que ce soit nécessairement vous qui faisiez comme à l'avance. Par exemple, quand on fait le calcul de l'amortissement ou si on fait l'ajustement de vos inventaires à la fin de l'année, etc. Ça, c'est pas quelque chose qu'on s'attend à ce que vous fassiez. C'est quand même quelque chose que nous, on fait, mais quand on vous donne les écritures à la fin de l'année, c'est important de les entrer dans votre tenue de livre pour que quand on prépare la fin d'année fiscale suivante, on commence avec les mêmes montants à la fin, au début de l'année que qu'est-ce qu'on avait fini avec l'année d'avant. Donc, on veut que vos livres matchent ce que nous, on a fait après nos écritures d'ajustement quand on a préparé vos états financiers. Joanne, quel genre de logiciel? Est-ce que tu utilises un logiciel pour faire ta tenue de livre ou est-ce que tu fais à la main dans un livre physique? Siga Finance. Siga Finance, OK, parfait. Oui, fait que dans ce cas-là, quand on vous donne les écritures financières, ce serait juste d'aller faire les rentrer dans Siga à la date de la dernière journée de l'année fiscale qui est terminée. Comme si, par exemple, votre année fiscale, c'est le 31 décembre, on fait les écritures au 31 décembre. Comme ça, quand vous avez fini d'écrire vos écritures, tous vos comptes devraient matcher ce que nous, on avait de notre côté. Puis après ça, l'année d'après, on recommence à 9, puis on suit comme ça. Okay. Ensuite, les réconciliations bancaires. Ça, je sais que justement, quand on a un logiciel, c'est super, c'est facile à faire parce que souvent, le logiciel, essentiellement, le fait pour vous. Le point d'une réconciliation bancaire, c'est que ça vous aide à confirmer que toutes les transactions bancaires ont bien été capturées, puis qu'il n'y en a pas qui ont été manquées. En plus de ça, si jamais vous payez souvent vos dépenses par chèque, ça vous aide également à confirmer que les chèques se sont bien rendus au vendeur puis qu'ils ont été déposés. En faisant une réconciliation bancaire, si jamais il y a un chèque qui a été perdu dans la poste, vous allez le remarquer quand c'est le troisième mois que vous faites une réconciliation bancaire puis que le chèque est toujours là puis qu'il n'a pas été coché comme quoi que la transaction, comme que le chèque a été déposé. À ce moment-là, ça vous aide à vous dire comme ce chèque-là, il est encore en circulation, il n'a pas été déposé, pourquoi? Puis vous pouvez contacter votre vendeur pour dire est-ce que vous avez reçu le paiement, puis vérifier comme ça. Donc, c'est important de faire une réconciliation bancaire, même si vous n'utilisez pas un logiciel puis que vous le faites à la main, de juste vérifier que ce que vous avez inscrit dans votre livre match avec le relevé bancaire pour faire sûr que vous n'avez rien manqué. Également, si jamais Siga Finance, je ne sais pas assez comment flexible qui est avec ces affaires-là, mais je sais que QuickBooks, ceux qui utilisent QuickBooks, vous pouvez réconcilier pas mal n'importe quel compte. Mais Sage, il est un peu plus strict, puis celui-là, il laisse juste le monde réconcilier les comptes bancaires spécifiquement. Mais pour ceux qui peuvent en réconcilier plus, des fois, je recommande aussi de faire des réconciliations des cartes de crédit.
La raison pour laquelle est que souvent, avec un relevé de carte de crédit, c'est pas du 1er au 31 ou au 30 du mois. Le relevé que tu reçois, c'est à moitié du mois. Donc, en faisant une réconciliation, encore une fois, ça aide vraiment à faire sûr qu'on n'a pas manqué de transactions à inscrire dans les livres pour les dépenses. La dernière chose que j'ai manqué de discuter en bas ici, c'est le compte bancaire Agri-Investissement. Désolé, ça en serait un autre que je peux recommander à faire une réconciliation. Mais pour celui-là, c'est un compte où il n'y a pas nécessairement énormément de transactions. Donc, ce ne serait pas un compte qui aurait besoin d'être réconcilié une fois par mois, nécessairement, comme qui est recommandé pour les réconciliations de vos comptes bancaires. Mais ça serait quand même quelque chose qui vaudrait peut-être la peine d'être réconcilié à la fin de l'année, juste pour faire sûr qu'il n'y a pas de transactions qui ont été manquées. OK, je parle un petit peu trop vite. Je vais prendre un petit respire, désolée. Non, non, c'est super intéressant. Je suis contente que tu vas parler du programme Agri-Investissement. Puis quand on fait notre réconciliation, j'imagine, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, toi, c'est vraiment à tous les mois que tu proposes aux gens de faire ça. Oui, à moins que vous ayez un compte où il n'y a vraiment pas beaucoup d'actions puis de transactions, c'est recommandé que ce soit fait une fois par mois, justement pour pas que. Parce que si tu le laisses accumuler trop longtemps, après ça, ça peut sembler comme une grosse tâche à attaquer. Comme si tu le laisses pour la fin de l'année, puis là, d'un coup, tu regardes, tu as comme des centaines et des centaines de transactions qui ont passé à travers l'année, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça va me prendre tellement de temps à faire la réconciliation. C'est beaucoup plus facile de le faire une fois par mois, surtout si la tenue est déjà faite une fois par mois. Ouais, puis j'imagine. Comme... Oui, puis j'imagine aussi que si, comme tu dis, il y a des petites erreurs ou il y a un chèque qui n'a pas passé ou il y a une double transaction. C'est ça. Tu t'en rappelles parce que c'est le mois qui vient de finir, en fait. Là. Exactement. Ça peut être capturé, puis tu peux corriger l'erreur tout de suite, plutôt que si tu le fais juste une fois par année, puis là, d'un coup, tu regardes, c'est comme, pourquoi est-ce que ça c'est là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été sélectionné? Puis il faut que tu fouilles pour te souvenir. Parfait. Oui. Bon, donc, sur ce, j'ai mentionné un petit peu le programme Agri-Investissement avec les réconciliations bancaires, donc j'aimerais en parler un peu plus. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, le programme Agri-Investissement, c'est un programme d'épargne avec des contributions gouvernementales équivalentes qui est disponible pour les agriculteurs. Il y a certains critères d'admissibilité qui ont besoin d'être rencontrés pour que vous soyez admissible. Si vous êtes client chez un comptable qui est un peu plus gros, tel que LNP, habituellement, nos équipes, on vérifie automatiquement avec tous nos clients agriculteurs si vous êtes éligible pour que qu'on puisse vous appliquer au programme la minute que vous le soyez, parce que c'est un très beau programme qui, justement, vous permet de recevoir des cotisations additionnelles du gouvernement, puis qui peuvent aller contre n'importe quel type de dépenses ou de projet que vous ayez. Donc, dans ce programme-là, vous allez voir, absolument, ça vous crée un compte épargne. Donc, c'est un compte bancaire que vous allez avoir, qui serait avec la banque typique que vous utilisez pour toutes vos transactions bancaires de l'entreprise. Il va y avoir 4 différents types de transactions que vous allez voir passer à travers ce compte-là, dont vos contributions. Donc, les contributions sont déterminées avec un calcul qui est effectué basé sur le montant de revenus que vous avez généré dans votre année. Je pense que c'est l'année civile qui regarde, ce n'est pas nécessairement l'année fiscale, où le programme est sur une année civile. Donc, par ça, ce que je veux dire, c'est du 1er janvier au 31 décembre, mais qui vont peut-être se baser quand même sur votre chiffre de revenus d'année fiscale. Je ne me souviens plus en ce moment, il faudrait que je revérifie. Mais d'une manière ou d'une autre, le calcul est basé sur vos revenus. Donc, c'est un certain pourcentage de votre revenu. Puis, il vous envoie une lettre une fois par année pour vous dire, OK, vous pouvez faire une contribution de tel montant, puis le gouvernement va matcher cette contribution-là pour le même montant. Donc, si vous êtes éligible de faire une contribution de 10 000, vous allez, quand vous faites votre contribution, après ça, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir un 10 000 du gouvernement additionnel qui va dans ce compte-là. Puisque c'est un compte d'épargne, il y a aussi des transactions d'intérêt de revenus qui vont être déposées une fois par mois habituellement. C'est la manière que les comptes épargne typiques fonctionnent pour les banques. Puis après ça, évidemment, la dernière transaction qui est faite, ce serait des retraits. Donc, une fois que vous avez fait votre contribution, que vous avez reçu la contribution gouvernementale, vous n'avez pas besoin de la laisser là à juste poireauter pendant plusieurs mois. Vous pouvez la retirer puis l'utiliser. En fait, je vous suggère justement de ne pas laisser vos contributions s'accumuler trop longtemps. Le programme est là pour vous donner de l'argent
d'extra pour que vous puissiez justement mettre contre vos dépenses ou contre un achat d'immobilisation, ou même les mettre dans un meilleur compte qui va vous donner un bon rendement sur les intérêts. Parce que le programme agri-investissement, habituellement, même si c'est un compte épargne, c'est un compte épargne typique de banque qui n'a pas un gros retour d'intérêt. Donc, ça vaut la peine de pas justement laisser les contributions-là, puis plutôt de les mettre dans un compte qui a un retour d'intérêt plus élevé, même si vous n'avez pas l'intention de faire de quoi avec cet argent-là, puis que vous voulez la laisser accumuler, de juste la sortir du compte agri-investissement puis de la mettre dans un meilleur compte pareil. OK, c'est intéressant. Bon, ensuite, on parle un peu de dépenses prépayées. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici comme dépenses prépayées? On parle ici de quand vous faites des achats sur, donc les exemples que je donne ici, c'est semences et engrais. Si vous faites un dépôt sur un achat d'immobilisation corporelle ou que vous achetez, je sais qu'il y a beaucoup de fermes des fois qui ont des tanks où c'est que vous gardez du gaz ou du propane ou les deux. Puis, quand vous les remplissez, tout dépendant du temps de l'année fiscale où vous avez payé pour faire remplir ces tanks-là, vous n'allez pas nécessairement utiliser tout le gaz et propane dans l'année fiscale présente. Même chose avec semences et engrais. Disons que votre fin d'année est décembre, puis qu'en octobre, vous avez décidé de dépenser puis d'acheter 50 000 d'engrais, mais qui va juste être utilisé l'été suivant. Donc, ça va être dans votre prochaine année fiscale. À ce moment-là, la dépense, vous l'avez fait maintenant, mais vous allez juste utiliser les biens que vous allez recevoir l'année prochaine. Ça veut dire que la dépense, ça doit juste être reconnue l'année prochaine quand les biens vont être utilisés. Donc, à ce moment-là, la dépense que vous avez effectuée, l'argent est déjà sorti de la banque, il faut qu'on la mette à quelque part, on la met dans un compte de dépenses prépayées. Même chose pour les dépôts sur les achats d'immobilisation. Donc, dans ce cas-ci, je parle, disons que vous achetez un gros morceau d'équipement, puis que la compagnie vous a demandé de faire un dépôt de 10 à 15 000 dessus, mais vous allez juste recevoir l'équipement dans la prochaine année, qui est votre nouvelle année fiscale. Puis c'est juste à ce moment-là que vous allez commencer à vous servir de l'équipement. Ce dépôt-là, encore une fois, il faut qu'on le mette en quelque part, donc il va dans les dépenses prépayées. Je vais prendre un petit peu d'eau. Des questions à date? Tout va bien, Joanne? Bon, donc en parlant d'immobilisation corporelle, je l'ai mentionné un petit peu vite fait. Donc, juste pour donner une description de ce que je veux dire par ce terme-là, on parle d'un achat de biens qui sont utilisés pendant plusieurs années par l'entreprise, donc qui doivent rester sur les livres pendant leur période utile. Donc, quand on parle de dépenses ici, habituellement, quand vous achetez des affaires que vous utilisez instantanément pendant l'année, ça, c'est toujours considéré une dépense. Mais pour les gros achats, comme justement pour un tracteur, pour un nouveau véhicule, pour des silos, des bâtiments, etc., ça devient une immobilisation corporelle. C'est un achat qu'on doit capitaliser pour qu'il reste sur les livres pendant le temps qu'il va être utilisé. Puis là, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que cette dépense-là, elle n'est pas automatiquement déduite de votre total sur votre profit ou vos pertes de cette année-là, mais plutôt, c'est l'amortissement qui est déduit, puis la valeur de l'équipement est réduite petit à petit au travers des années. Donc, qu'est-ce qui doit être capitalisé? Quand on parle d'items qui doivent être capitalisés, ici, on parle d'équipement, on parle de véhicules, on parle de bâtiments, résidences. Donc, la différence ici entre bâtiment et résidence, quand on parle de bâtiment, on parle juste de bâtiments qui sont utilisés par l'entreprise, comme les granges, les étables, des affaires comme ça. La résidence, on parle vraiment spécifiquement de la maison où vous restez. Donc, si vous avez une maison sur la propriété de la ferme, la maison peut être capitalisée comme immobilisation corporelle, qu'on appelle aussi un actif, sur la ferme. Donc, elle n'est pas nécessairement amortie. Donc, ça veut dire qu'on ne réduit pas la valeur de la résidence parce que c'est quand même quelque chose qui est considéré personnel. Mais la valeur de la maison, parce que ça fait partie du package de la ferme, a quand même besoin d'être pris en compte sur la tenue de livre. Après ça, on a aussi, si vous avez des achats d'ordinateurs, parce que c'est certain que maintenant, les ordinateurs, on s'en sert tout partout. Donc, c'est un autre item qui est habituellement utilisé sur plus qu'un an, qui devrait être capitalisé. Même chose avec les terrains. Vos bâtiments, vos résidences sont évidemment sur des terrains que vous appartenez. Donc, on met la valeur du terrain comme immobilisation
corporelle. Les deux derniers items sont un petit peu différents. Donc, le drainage des terres, ça, c'est quelque chose qui n'est pas considéré une immobilisation corporelle au niveau fiscal. Donc, quand on fait vos calculs de taxes, mais au niveau comptable, c'est quelque chose que, quand vous faites un drainage, habituellement, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement être fait à chaque année. Donc, la valeur de la dépense, pour ça, ça vaut la peine qu'elle soit capitalisée. Donc, nous, on fait capitaliser le coût des drainages pareil. Puis après ça, c'est traité un petit peu différemment au niveau fiscal quand on fait vos taxes. Pareillement, quand vous avez une ferme laitière ou une ferme qui produit des œufs, vous avez besoin d'acheter des quotas pour pouvoir vendre le lait et les œufs. Donc, ces quotas-là, ce sont considérés des immobilisations intangibles dans ce cas-là. Ce n'est pas quelque chose de physique. Un quota, ce n'est pas quelque chose qui va perdre nécessairement, comme qui va perdre la valeur le plus qui est vieux. C'est quelque chose que vous avez qui reste là, mais que vous avez quand même besoin de garder sur vos livres d'année en année parce que vous avez besoin du quota pour pouvoir faire vos ventes. Donc, ce n'est pas juste une dépense qui est là une fois par année. C'est une dépense qu'on garde compte, pareil. Ça, celle-là, c'est une dépense qui n'est pas amortie, justement. OK. Donc, on a parlé de ce qui peut être capitalisé. Qu'est-ce qui ne devrait pas être capitalisé ou inscrit comme actif amortissable? Donc, ici, on parle de toute réparation majeure qui ajoute aucune valeur additionnelle à l'actif. Ce que je veux dire par ça, c'est n'importe quelle réparation que vous avez fait à quelque chose qui va l'aider à continuer à fonctionner, mais qui ne va pas nécessairement vous donner plus de revenus. Donc, si vous avez un tracteur qui brise, il faut remplacer le moteur au complet. Ça coûte 50 000 $. C'est plate, 50 000 $ en dépenses, plutôt que de pouvoir le capitaliser parce que là, le tracteur est capitalisé. Mais puisque vous faites juste remplacer le moteur pour pouvoir continuer à utiliser le tracteur, c'est considéré une dépense. Mais par exemple, mettons que vous avez une grange, puis là, vous décidez de faire une addition à la grange pour avoir une nouvelle section pour pouvoir ajouter 20 vaches de plus que ce que vous aviez. Bon, ben ça, c'est quelque chose, c'est comme une rénovation, mais c'est une rénovation majeure qui va vous amener des revenus additionnels parce que vous allez pouvoir avoir plus de vaches, pouvoir avoir plus de qui vont peut-être vous aider à acheter plus de quotas pour pouvoir avoir plus de lait. Donc, ça donne une valeur additionnelle. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de le capitaliser. Toutes les maintenances régulières des équipements et véhicules, évidemment, ça, ce sont considérés des dépenses. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut capitaliser. Puis après ça, encore une fois, je l'avais déjà mentionné brièvement avec les dépenses préparées, mais tous les dépôts sur les actifs qui seront acquis seulement dans la prochaine année fiscale ne doivent pas être capitalisés immédiatement. Donc, comme j'avais donné un exemple quand je parlais des dépenses prépayées, si vous avez besoin de faire un dépôt sur un nouveau morceau d'équipement, le 10 000 $, 15 000 $, etc., que vous avez payé dans l'année présente, on ne peut pas le capitaliser jusqu'à temps que vous ayez reçu l'équipement puis que vous vous en serviez. Donc, à ce moment-là, ce dépôt-là va être mis en dépenses prépayées. Puis là, quand vous faites l'achat final de l'équipement l'année suivante, vous allez pouvoir appliquer le dépôt contre l'achat que vous avez fait, puis à ce moment-là, capitaliser l'équipement. Pareillement, pour n'importe quel édifice en construction, c'est des affaires qu'on ne peut pas capitaliser avant que la construction soit terminée puis que l'édifice soit utilisé. Donc, si vous avez une construction que vous savez que vous allez prendre plus qu'une année fiscale pour l'effectuer, on veut quand même que toutes les dépenses soient faciles à garder ensemble. Donc, on recommande qu'il y ait un compte qui soit créé, que vous pouvez intituler édifice en construction. Vous mettez toutes vos dépenses là-dedans. C'est considéré essentiellement comme un gros dépôt, une grosse dépense prépayée, si on veut, mais qu'on garde tout ensemble dans un compte séparé. Puis, une fois que la construction est terminée, c'est à ce moment-là, dans cette année fiscale-là, qu'on va capitaliser la valeur au complet de ce qui a été investi pour le nouveau édifice ou la nouvelle maison. OK. Pour les taxes de vente. Donc, en tant qu'agriculteur, agricultrice, vos fournitures, donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est les biens que vous vendez sont considérés détaxés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
vous vendez votre lait, vos œufs, vos récoltes à une taxe de 0%. Donc, c'est pas que c'est pas taxé, c'est que c'est taxé à 0%. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est que quand vous faites la soumission de vos taxes de vente à l'ARC, vous avez le droit de réclamer les, je me souviens plus du terme en français, mais en anglais, c'est Input Tax Credits, les ITCs, donc les taxes que vous avez payées sur vos achats, vous voulez les revoir et les réclamer. Ce qui est vraiment super, c'est justement un autre support gouvernemental que le gouvernement aide avec les agriculteurs qui puissent retirer cet argent-là. Parce que il y a aussi des fournitures qui sont considérées exonérées. Donc, la différence entre une fourniture détaxée, qui est taxée à 0%, c'est qu'une fourniture exonérée, elle ne peut pas être taxée du tout. Donc, dans ce cas-là, je parle de surtout des cliniques médicales comme des docteurs. Les services qu'ils offrent ne sont pas taxables, évidemment. Donc, à ce moment-là, les médecins, eux, ils ne peuvent pas réclamer les taxes sur les achats qu'ils font pour leur business. Mais les fermiers le peuvent parce que vos fournitures sont détaxées. Pour les taxes de vente, les items que j'aimerais discuter aujourd'hui parce que le concept est quand même assez simple pour la soumission. Ça, je suis certaine que tout le monde qui en fait déjà, vous êtes habitué de comment est-ce que vous faites vos soumissions. Donc, je voulais juste parler de certains items auxquels faire attention parce qu'ils sont un petit peu différents des autres. Donc, les assurances. Ce que je veux dire par ça, c'est que toutes les assurances en Ontario, je ne sais pas si vous avez remarqué que vous êtes taxé, mais c'est seulement au taux provincial. Donc, la taxe que sur les assurances, c'est 8%. Mais en Ontario, notre taxe maintenant, c'est une taxe harmonisée qui combine le 8% et la taxe fédérale de 5% pour un 13% au complet. Quand on se soumet à l'ARC, malheureusement, ils acceptent seulement de rembourser sur des dépenses où il y a une taxe fédérale, donc la TPS de 5%, ou la taxe harmonisée de 13%. Ils n'acceptent pas le 8%. Ça veut dire que vos dépenses d'assurance, il faut que la taxe soit inscrite en dépense aussi. On ne peut pas réclamer la taxe sur les assurances. Vos factures d'hydro, c'en est un autre où ça vaut la peine de bien regarder la facture parce qu'en Ontario, encore une fois, on a un rabais sur notre hydro. C'est un rabais qui est appliqué automatiquement à chaque cycle qui est reçu. Puis, la taxe est seulement appliquée sur le montant avant que le rabais soit appliqué. Donc, si on prend le montant net de la facture puis qu'on fait juste le 13% de ce montant-là, on réclame moins de taxes de vente que qu'est-ce que vous avez réellement payé. Parce que en fait, la manière que la facture est structurée, c'est que ça vous donne votre charge qui est habituellement sur plusieurs lignes, de comme le mètre, puis après ça, ils ont des charges de juste service, etc. Là. Fait qu'il faut ajouter comme tous ces montants-là ensemble pour un sous-total, puis la taxe, c'est sur ce total-là. Puis après ça, ils prennent ce montant-là, puis ils déduisent le rabais. Puis le rabais, lui, il n'est pas taxé, donc ça veut dire que ça ne baisse pas les taxes de vente que vous devez payer à l'hydro. Donc, ça veut dire que si vous rentrez si vous faites votre entrée de dépenses d'hydro en mettant le rabais sur sa propre ligne, puis la mettre comme exemptée ou out of scope, des fois, c'est l'option quand vous faites votre entrée, ça vous permet d'aller réclamer un peu plus de taxes de vente quand vous allez faire votre soumission. Les dépenses personnelles, évidemment, ne sont pas taxées. Donc, si vous faites des dépenses personnelles à travers l'entreprise, vous assurez de ne pas mettre de taxes de vente pour ces dépenses-là parce qu'on ne peut pas réclamer les taxes sur ces dépenses-là. Pareillement avec les résidences, bien que la résidence peut être un actif que vous avez sur votre liste d'immobilisation corporelle, toutes les dépenses qui sont reliées à la maison, que ce soit des réparations, que vous ayez acheté des nouveaux meubles pour mettre dedans, que vous avez fait passer ces dépenses à travers la ferme. Des fois, je vois aussi qu'il y en a qui vont faire passer leur facture d'hydro, de gaz, etc. à travers la ferme. Malheureusement, les taxes de vente sur ces dépenses-là ne peuvent pas être réclamées parce que la résidence est considérée personnelle. Finalement, on parle aussi, je voulais juste vous mentionner l'autocotisation sur l'achat de terrain. Donc, pour une entreprise, quand vous faites l'achat d'un nouveau terrain, plutôt que d'avoir à payer la taxe au fournisseur, l'ARC exige que vous faites votre déclaration
vous-même de combien de taxes de vente il y avait sur le terrain. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites l'achat de votre terrain, vous allez multiplier le prix de l'achat par le 13 de la TVH. Donc, si pour un exemple facile, disons que vous avez acheté un terrain pour 100 000, ça veut dire qu'il y aurait une taxe de 13 000 de vente sur le terrain. À ce moment-là, vous devriez déclarer ces 13 000-là sur votre prochaine soumission de taxe de vente à l'ARC en déclarant le montant sur la ligne 106 et sur la ligne 205 de votre déclaration. Elle a besoin d'être sur ces deux lignes-là parce que la première démontre qu'il y a eu un achat sur un achat de terrain, puis la deuxième démontre que comme la taxe a déjà été payée, finalement, c'est juste que vous la déclarez à l'ARC. Donc, ça fait comme un in and out, puis ça n'a aucun impact sur le remboursement que vous allez demander dans cette taxe de vente-là. C'est juste pour essentiellement aviser l'ARC, vous avez fait ce nouvel achat de terrain-là, puis voici le montant de taxe que vous deviez dessus. Marie-France, j'ai une question pour toi. Oui. Justement, là, les Moses de taxes, là. À la fin de l'année, moi, j'ai une entreprise agricole, je vais faire affaire avec quelqu'un comme toi, par exemple. C'est quoi les documents que j'ai besoin de te donner ou de préparer pour te faciliter ton travail en fin d'année, justement par rapport aux taxes? Comme si c'est nous qui fait la préparation. Oui, mettons que c'est quelqu'un comme toi, là, tu sais. OK, donc si vous ne faites pas la soumission de vos taxes de vente vous-même, Okay. Les taxes de vente, nous, on suit vraiment ce qui a été entré dans la tenue de livre. Donc, c'est vraiment de vous assurer de bien faire les entrées de dépenses dans la tenue de livre, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le compte où les taxes de vente ont été inscrites, puis on se fie à ça pour faire la déclaration. OK. OK. Puis, comment on fait pour éviter des erreurs qui pourraient comme entraîner justement des pénalités fiscales? Ben, oui, ça, c'est plus comme si c'est nous qui le fait, on vérifie le type de transactions qui ont été faites, évidemment. Puis comme justement, si jamais on voit qu'il y a des comptes pour la résidence, ça, c'est automatique. Nous, quand on va regarder les transactions là-dedans, puis on clique dessus pour voir si la taxe a été prise. Parce que si oui, à ce moment-là, on va faire un ajustement pour enlever les taxes pour pas qu'on les déclare. OK, parfait. Puis si c'est le client qui prépare que vous préparez vos taxes vous-même, parce que nous, à notre bureau, je sais que la majorité des clients, c'est eux-mêmes qui font la préparation parce que souvent, même si c'est nous qui faisons la préparation de l'année fiscale, on la fait juste une fois par année, puis la majorité des agriculteurs doivent remettre et soumettre leurs taxes de vente de manière trimestrielle, donc à chaque 3 mois. OK. Donc, à ce moment-là, nous autres, ce qu'on fait à la fin de l'année, quand on reçoit toute l'information de votre tenue de livre, c'est qu'on fait une réconciliation de votre compte de taxes de vente. On compare ce qui a été inscrit dans vos livres avec ce qui a été soumis à l'ARC, puis on vérifie s'il y a des différences. OK, parfait. Puis si oui, on fait une note là-dessus. Puis des fois, tout dépendant si la différence est assez grosse, on va même créer un document additionnel qu'on donne avec les états financiers où on démontre qu'il y avait une différence sur la taxe de vente qui a besoin d'être corrigée dans la prochaine soumission. OK, parfait. Super, merci. C'est beau. Donc, j'aimerais toucher vite fait sur les prêts. Pour les prêts, c'est quand même assez standard. Habituellement, quand vous recevez de l'argent de la banque, vous avez besoin de la repayer. Les paiements sont habituellement prédéterminés, puis souvent sont sortis automatiquement du compte bancaire une fois par mois. La majorité des prêts ont un taux d'intérêt qui est chargé sur chaque paiement. Donc, si vous voulez il y a certaines personnes qui vont juste mettre le paiement contre la banque puis qui vont nous laisser figurer combien d'intérêts qui a été payé à la fin de l'année quand on fait la révision de l'année fiscale. Mais si vous voulez faire ça à l'avance, c'est très facile, surtout si vous recevez déjà vos relevés, de juste vérifier sur le relevé combien du montant de payer qui était pour le principal, puis combien qui était en intérêt. Puis quand vous faites votre écriture, de justement le séparer, faire une ligne pour votre principal qui va contre votre compte de prêt, puis de classer le montant d'intérêt qui a été payé dans un compte de dépenses qui s'appelle actuellement quelque chose comme intérêt sur dette à long terme. Puis c'est là que ça s'en va. Donc,
c'est quelque chose, un petit changement qui peut être simple, mais qui peut aider justement à sauver un peu de temps pour nous à la fin de l'année si c'est déjà séparé. Comme ça, on a juste besoin de vérifier que la balance du principal de votre relevé bancaire de fin d'année match avec vos livres. OK. L'autre item par rapport au prêt que je voudrais mentionner, c'est juste de ne pas oublier que si vous faites un achat d'équipement, mais que vous le faites avec un prêt, la transaction, vous n'allez pas l'avoir passée dans votre banque. Donc, si vous faites un achat d'une nouvelle combine, par exemple, puis vous n'aviez pas assez d'argent dans votre cash flow pour la payer tout de suite, vous avez, en échange pour la combine, vous avez pris un prêt avec la compagnie. À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne va pas voir les transactions passer dans la banque. Mais tout d'un coup, vous avez une nouvelle combine, puis vous avez aussi un prêt que vous devez repayer. Ça doit quand même être mis sur les livres. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle une transaction non monétaire parce qu'elle n'a pas passé à travers votre banque, mais c'est quand même une transaction qui est arrivée parce que là, maintenant, on se trouve avec un nouvel actif, puis on se trouve avec un nouveau prêt. Donc, c'est quand même important d'essayer de se souvenir de mettre cette information-là sur vos livres. Puis, ça semble comme si c'était un peu trop compliqué à faire vous-même parce que des fois, avec les prêts, il va y avoir des petits frais, des charges d'extra, puis ça va être un peu difficile de ne pas balancer l'écriture, disons. Vous pouvez toujours contacter votre comptable pour leur demander de vous aider à faire l'écriture. Sinon, juste vous assurer de donner la documentation qui démontre les valeurs donc de l'achat puis du prêt pour que nous, on puisse faire l'écriture puis le mettre sur vos livres quand on fait votre préparation de fin d'année. OK, les comptes des actionnaires. Donc ici, ça c'est spécifiquement pour le monde. Je ne sais pas s'il y a certaines agricultrices qui étaient inscrites aujourd'hui qui font partie d'entreprises qui ne sont pas incorporées. Donc ici, les actionnaires, c'est spécifiquement pour les entreprises qui sont incorporées. Donc c'est actuellement quand justement vous avez des actions dans votre ferme, ça veut dire que vous êtes actionnaire. Puis les transactions qui sont par rapport à vous personnellement, s'il y en a qui sont effectuées, à ce moment-là, c'est ce compte-là qu'on utilise pour mettre l'autre moitié de l'écriture, disons. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est justement, qu'est-ce qu'on peut enregistrer dans le compte des actionnaires? Si vous faites des retraits personnels, donc, vous sortez un 5 000 $ par mois de la ferme que vous gardez personnellement. Quand ce montant-là sort de la banque, le compte contre lequel vous le mettez, c'est votre compte d'actionnaire. On a besoin de savoir que c'était un retrait personnel. Pareillement, si c'est de l'autre côté, disons qu'en ce moment, vous avez besoin de donner un petit boost à la ferme puis que vous faites un dépôt chaque mois de 2 000 $ dans la banque de votre argent personnel. Ce serait de l'autre côté, même chose, l'argent est déposé dans la banque. Le compte d'où ça vient? Compte d'actionnaire, parce que c'est votre argent personnel que vous avez mis dans la ferme. Pareillement, pour les dépenses d'entreprise qui ont été payées avec des fonds personnels. Donc, disons que vous êtes sorti une fin de semaine puis vous décidez de passer à travers d'arrêter au magasin d'un de vos fournisseurs où vous allez faire des achats, vous réalisez, j'ai pas ma carte pour la ferme, j'ai juste ma carte de crédit personnel, mais je veux quand même faire l'achat parce que je suis ici. OK, super, mais cet achat-là, il faut qu'il soit quand même capturé. Puis là, ça, justement, c'est une transaction qui serait considérée non monétaire d'une manière parce qu'elle n'a pas sorti d'aucun de vos comptes de banque ou de carte de crédit de la ferme, mais c'est quand même une dépense qui était faite pour la ferme. Donc, on veut s'assurer qu'elle soit inscrite. Donc, il faut faire certain que si vous faites des dépenses avec vos comptes personnels, de faire une écriture pour les capturer pour qu'on ait les dépenses dans votre entreprise pareil. Puis là, à ce moment-là, vous mettez votre dépense dans votre compte dépenses. Comme là, disons que vous avez passé, vous avez acheté des semences. Eh bien, vous allez mettre votre montant dans le compte de semences, mais l'argent n'a pas sorti de vos comptes de ferme. Donc, à ce moment-là, ça allait contre le compte des actionnaires parce que vous allez utiliser votre argent personnel pour faire l'achat. Et à l'inverse, si vous faites des dépenses personnelles en utilisant vos comptes d'entreprise, on a besoin de sortir ces transactions-là pour qu'elles ne soient pas reconnues comme dépenses de l'entreprise puisque c'était une dépense personnelle. Et un rappel là-dessus, évidemment, de ne pas prendre la taxe de vente. Bon, puis je regarde notre temps. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire les suggestions générales, mais on va parler des détails. Donc, ça va. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est lesquelles des transactions valent la peine d'avoir une description.
je sais qu'il y a beaucoup de transactions qui ont besoin d'être faites dans une tenue livre. Donc, je ne m'attends pas à ce que chaque transaction ait une description à côté. Par exemple, quand vous entrez vos écritures bancaires, le frais bancaire à chaque mois, là, je sais que c'est un frais bancaire. Je n'ai pas besoin que vous vous écriviez dans la section description frais bancaires. Mais il y a certains comptes où on vérifie les transactions dans ces comptes-là. Puis pour ceux-là spécifiquement, on a besoin d'avoir plus de détails. Donc, pour les achats de semences, par exemple, ça ici, c'est surtout pour celles d'entre vous qui sont dans le programme Agri-Investissement. Le programme nous demande de reporter certaines affaires spécifiques, dont justement les achats de semences. Puis, on ne peut pas juste leur dire « Ah, la personne a dépensé 60 000 en semences. » On a besoin de savoir c'est des semences de quoi? De soya, de maïs, de foin, etc. Donc, même si vous avez juste un compte de semences, ce n'est pas un problème en autant que chaque transaction que vous faites a une description qui dit c'est quoi la semence qui a été achetée. Si vous ne le donnez pas, on va vous questionner. Pour les assurances, ici, je ne parle pas juste de dépenses d'assurance, je parle aussi de revenus. Donc, il y en a certains d'entre vous, des fois, qui vont recevoir justement des revenus d'assurance pour récolte ou encore, celle-là, c'est peut-être pas nécessairement considéré assurance, ce serait plus en dessous de octroi, mais il y a le Dairy Program, oh mon Dieu, je me souviens plus comment ça s'appelle, DDPP. Mais c'est un montant qui est reçu une fois par année de ce programme-là, justement, une subvention pour les fermes laitières. Donc, on a besoin de savoir ça, c'est quoi, justement, parce que ça ne peut pas juste être mis dans les revenus de lait. Ce serait quelque chose qui serait compté séparément. Mais pour retourner aux assurances, si vous avez des revenus d'assurance, on a besoin de savoir quel type de revenu il a été fait parce qu'il y a certains différents types de récoltes qui ont différents types de paiements d'assurance qui sont faits. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui aide avec les soumissions d'agri-investissement. Puis également, nous, quand on fait juste une analyse générale de votre compte pour déterminer s'il y a eu des grosses fluctuations puis qui expliquerait pourquoi il y a comme beaucoup plus d'assurances qui ont été reçues une année versus un autre. Pour les dépenses d'assurance, surtout pour les assurances générales, on a besoin de savoir c'est quoi, surtout si c'est une assurance de vie. Pour les assurances de vie, en plus de savoir si c'est une assurance de vie, habituellement, on a besoin de savoir si l'assurance a été exigée par la banque, puis c'est qui est le bénéficiaire de l'assurance. Parce que si ce n'est pas la ferme, puis que ce n'est pas exigé par la banque, à ce moment-là, l'assurance de vie n'est pas considérée comme une dépense qui est déductible au niveau fiscal. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'inclure quand on fait votre calcul pour les taxes. Pour les assurances de récolte, on a aussi besoin de savoir, encore une fois, pour les achats, même chose qu'avec les revenus, quel type d'assurance vous avez acheté. Ensuite, pour les frais professionnels, donc, tous les frais professionnels qui sont inscrits dans vos livres sont révisés en fin d'année. Habituellement, dans cette catégorie-là, on voit surtout les frais d'avocat puis les frais de comptabilité. Mais on a besoin de savoir exactement c'est quoi qui a été payé pour chaque transaction. Parce que ça dépend, tout dépendant de ce qui a été fait. Si c'est quelque chose qui est considéré hors la norme, à ce moment-là, ça va potentiellement être quelque chose qui serait déductible ou non déductible au niveau fiscal, ce qui veut dire qu'il va peut-être avoir besoin d'être exclu du calcul qu'on fait pour vos taxes. Puis, pour les frais d'avocat, par exemple, si jamais vous avez fait un achat d'une maison, ça, il y a toujours des frais d'avocat qui sont reliés à ça. Puis, habituellement, la valeur du frais peut être ajoutée à la valeur totale de la maison. Donc, quand vous capitalisez votre achat de votre nouvelle bâtisse, de votre nouveau terrain, de votre nouvelle maison, puis qu'il y a eu des frais d'avocat reliés à ça, ces frais-là sont capitalisés également. Donc, ils n'iraient pas dans vos dépenses. Le compte de réparation et entretien est toujours révisé par nous à la fin d'année. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que souvent, il y a des grosses dépenses qui sont mises dans ce compte-là par erreur, qui auraient dû être qui sont pour des équipements ou des nouveaux véhicules qui devraient être capitalisés. Donc, dans ce compte-là, je sais qu'il y a beaucoup de transactions. Je ne m'attends pas à ce que vous mettiez du détail sur chaque transaction, mais si vous avez une dépense qui est beaucoup plus élevée qu'à la norme, puis que vous savez qu'on va probablement vous questionner à la fin de l'année si vous ne donnez pas de détails, prendre une petite seconde pour écrire une description de c'est quoi, comme justement mon exemple de plus tôt, si vous aviez besoin de remplacer le moteur sur un tracteur. Quelque chose qu'on ne peut pas capitaliser, qui doit rester en dépense, mais ça peut coûter cher. Fait que juste de mettre une description que c'était une réparation de moteur, comme ça on le sait, puis on ne vous questionne pas.
Les achats de quotas, je voulais juste mentionner vite fait, parce que c'est techniquement pas une dépense. On en avait parlé tantôt que c'est quelque chose qui est sur votre bilan, donc qui reste d'année en année parce que c'est quelque chose que vous utilisez sur plusieurs années. Mais quand vous faites un achat de quota, il y a un petit frais de 5 qui doit être séparé puis mis en dépense, qui ne peut pas être capitalisé. Puis ce 5 $-là, il est taxé en plus. Fait que si vous le mettez, justement, vous prenez le temps de le séparer puis de le mettre en dépense, vous allez pouvoir réclamer le petit 65 sous. Puis ça fait un petit montant de plus à rajouter sur les taxes de vente. Après ça, achat et revenus divers. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est n'importe quel compte que vous avez qui s'appelle quelque chose comme frais divers, dépenses non catégorisées, suspens, autres dépenses, autres revenus, n'importe quoi qui est vague, qu'on ne sait pas exactement c'est quoi. S'il n'y a pas de description avec les transactions qui sont dans ce compte-là, on va vous questionner. Parce que nous, de notre côté, on n'aime pas le vague. On veut faire sûr que tout soit bien catégorisé et que ce soit clair où les dépenses et les revenus ont été mis. S'il y a un gros montant, surtout dans un compte comme ça, un compte divers, un compte non catégorisé, c'est certain qu'on va vous questionner pour qu'on puisse déterminer si on peut reclasser les transactions qui sont là ailleurs. Pour les subventions et octrois, on demande également des détails, surtout pour les subventions, parce que tout dépendant du type de subvention qui est reçu, des fois, si c'est une subvention qui est là pour vous aider à baisser vos coûts dans une catégorie spécifique, à ce moment-là, on préfère mieux mettre la subvention contre le compte de dépenses plutôt que de l'inscrire séparément pour vraiment montrer que la baisse du coût total, puisque vous l'avez reçu pour justement vous aider à sauver sur votre dépense. Puis finalement, pour les repas et divertissements, on a besoin que ça soit inscrit dans un compte séparé du reste parce que au niveau fiscal, on peut seulement déclarer 50% du total des dépenses qui ferait partie du calcul de taxes. Donc, on doit garder track des repas et divertissements séparément parce que ça a besoin d'être traité séparément quand on fait le calcul au niveau fiscal. Fait que dans le fond, Marie-France, là, si je comprends bien ce que tu nous racontes, là, c'est que si chacune des agricultrices, quand elle fait sa tenue de livre, elle rajoute, elle prend un petit 5 minutes de plus pour rajouter des détails. Oui. À la fin de l'année, on va voir quelqu'un comme toi, ben ça sauve du temps, puis ça nous sauve de l'argent parce que moins tu vas avoir de questions, moins il va y avoir de back and forth. C'est quoi telle affaire, telle affaire. Fait que dans le fond, plus on est précise, qui va peut-être nous prendre un petit 20 minutes de plus par mois, mais à la fin de l'année, cet argent-là va nous comme revenir dans les poches dans un côté. C'est ça, exactement. Ça sauve du temps. Excuse-moi, mais quand tu dis repas et divertissement, là, c'est pas nécessairement d'avoir un show sur Broadway, là. C'est plutôt comme, par exemple, quand il y a des... quand on a des gros colloques ou puis on s'en va, puis on a besoin de manger dans les restaurants, quand on a des événements, des choses comme ça. Là. Exactement. Comme vous partez pour aller faire un farm show, puis vous avez besoin de manger pendant ce temps-là, vous arrêtez au restaurant. Bon, la dépense peut quand même être réclamée sur la ferme parce que c'était pour un événement relié à la ferme. Mais on a besoin de le garder en compte séparément pareil parce qu'à la fin de l'année, au niveau fiscal, il y a seulement 50% de cette dépense-là qui peut être comptée dans le calcul de taxes. OK, parfait. Oui. Donc, c'est tout pour moi. Puis, s'il y a d'autres questions, je suis heureuse d'en répondre. Mais sinon, je pense que je vois ici que j'ai pas mal fait mon 45 minutes exact. Joanne, je ne sais pas si toi, tu as des questions. Non, pas de questions, c'était bien clair. Moi, j'en aurais peut-être une, en fait, puis je la lance pour celles qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. J'ai quand même, dans les agricultrices que j'ai rencontrées là, dans la dernière année, j'ai quand même plusieurs femmes de la relève. Donc, tu sais, qui commencent. Ça serait quoi, toi, Marie-France, peut-être un conseil précieux que tu pourrais donner justement à la relève agricole qui commence en gestion financière, puis tu sais, qui sont peut-être pas toutes organisées comme, mettons, Joanne, ou tu sais, des fermes qui roulent depuis plusieurs années? Bien, le conseil que j'ai pour la relève, c'est de commencer justement à apprendre le côté monétaire, le côté de la tenue de livre, parce que c'est certain que si vous, comme c'est beau de savoir le côté de la ferme, mais souvent, ceux qui prennent la relève, ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur la ferme et qu'ils savent quoi faire là, mais qui n'ont
peut-être pas nécessairement appris l'autre côté, justement, de comment garder track de toutes les transactions bancaires, c'est qui fait la tenue de livre, c'est quoi l'état financier de la ferme, c'est des choses qui ont besoin de commencer à être apprises préférablement avant que la personne prenne la relève, justement. Puis, en général, pour les familles, c'est toujours fortement recommandé de commencer à essayer de planifier la succession à l'avance. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui arrive, parce que des fois, il y a des accidents, des fois, on peut avoir des morts subites. Puis, s'il n'y avait rien en place, ça ralentit énormément les choses quand on essaie d'aider les personnes qui prennent la relève à justement devenir les actionnaires puis embarquer sur la ferme parce qu'il n'y a pas de plan à l'avance. Donc, des fois, ça rend aussi les choses bloquées, comme par exemple quand on correspond avec l'ARC. Si on a besoin de correspondre avec l'ARC, nous, on a besoin d'être ajouté comme représentant autorisé. Puis ça, c'est juste les actionnaires qui peuvent nous ajouter. Donc, si ce n'est pas déjà en place, c'est quelque chose qui peut prendre encore plus de temps si la personne qui a pris la relève n'est pas encore considérée officiellement l'actionnaire de la ferme. Ouais. Donc, avoir un plan de succession à l'avance, super important. Puis ça, c'est quelque chose que justement vos comptables peuvent vous aider avec, d'établir un plan. Exactement. Puis pour celles qui... je pense à 2 jeunes filles que j'ai rencontrées cette année au Collège de la Cité. Elles autres, se sont parties une petite entreprise. Oui. Fait que, elles autres, ils n'ont pas hérité là, de rien. Là, ils sont partis, oui. mais vraiment comme des jeunes comme elles, par exemple, si je comprends bien ce que tu dis, c'est implique-toi autant dans ta pelletée de terre que dans ta pelletée de chiffres. T'sais. Absolument, absolument. Puis si tu n'es pas certaine et que tu veux la faire toi-même, ta tenue de livre, les comptables, habituellement, on a des départements qui font de la tenue de livre. Puis même si vous voulez faire votre tenue de livre vous-même, on a toujours des personnes contact qui peuvent être rejoindre comme moi, justement, au bureau, c'est moi la personne contact. S'il y a du monde qui ont des questions, qui ont des problèmes avec comment inscrire de quoi dans leur tenue de livre, ils sont dirigés à moi, puis moi, je les aide à faire certaines transactions spécifiques où j'en ai justement quelques-uns qui ont fait de la relève où ce que leurs parents faisaient la tenue de livre encore physiquement, puis qu'eux autres, ils voulaient utiliser un logiciel. Fait que là, on les a inscrits au logiciel, puis je leur ai donné un entraînement de comment se servir du logiciel pour pouvoir faire la tenue de livre. Okay, il y a toujours des affaires comme ça qui sont disponibles. Oui, pour guider. C'est ça, un guide. OK. Oui. Mais c'est le fun parce qu'il y a plusieurs options. Puis c'est vrai, je me posais la question pour justement les entreprises il y en a encore qui sont sur papier. Puis là, comment on s'amène tranquillement pas vite vers le numérique. Mais ça pourrait être complètement un autre. Ça pourrait complètement être un autre webinaire, là. Oh, absolument, oui. Il y a plein de choses à discuter par rapport à ça. Mais c'est ça, comme tu dis, de ne pas gêner de passer un coup de fil à un professionnel comme toi. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les gens sont obligés de commencer à travailler nécessairement engagés, mais ils peuvent se faire guider pendant quelques sessions, puis commencer tranquillement pas vite à... C'est ça. C'est certain qu'il y a quand même un coût d'impliquer, mais ça vous aide à bien apprendre puis avoir une bonne fondation de base pour pouvoir le faire vous-même après.